Vous arrivez à l'aéroport d'Ivato, à Tananarive, Tana pour les habitués. Vous pénétrez d'emblée dans une fourmilière humaine où chacun sait où il va, sauf vous. Mais intuitivement, vous suivez le mouvement et c'est parti. Un groupe de porteurs attend vos bagages et c'est, selon vos amis voyageurs, 500 ariary, soit 0,15 centimes d'euros le portage. Cela vous paraît dérisoire et vous voudriez donner plus. D'ailleurs, vous donnez plus. Français à Madagascar, nous sommes des privilégiés et nous sommes accueillis chez Jeanne, une maison d'hôtes dans le quartier de Talatamati. Comme l'électricité est régulièrement coupée et coûte cher, tout se fait à la main. Lavage du linge, séchage, repassage, balayage. En face de notre studio, un muret surplombe les rizières et les potagers. Et sur notre promontoire, nous découvrons toute une activité humaine faite de simplicité et de maîtrise. Chacun s'active à sa tâche, chaque jour renouvelée. Nous découvrons ainsi les travaux de riziculture, car il faut préciser que les Malgaches consomment 200 kg de riz par personne et par an. En 3 mois, nous avons vu les habitants du quartier réparer les diguettes, inonder les parcelles, nettoyer les pépinières, labourer à la charrue, guider les ébus qui piétinent le sol, trier et repiquer les plants à 2 feuilles, sarcler entre les plants, lâcher les canards pour tuer les parasites et manger les mauvaises herbes. Nous sommes au mois d'août et la récolte aura lieu vers mars, avec parfois plusieurs récoltes par an. Sur les hauts plateaux, près d'Antsirabe, au centre de Madagascar, les cultures se font en terrasse. Malgré une déforestation dévastatrice, l'homme a façonné le paysage afin de se nourrir. Et cette mosaïque faite de bruns et de verts, d'eau et de terre, enchante le regard. Dans la capitale et ses quartiers alentours, la rue est un spectacle. Je ne sais pas si c'est l'effet de la pauvreté ou du climat, mais l'argent est dehors, dans les rues, à l'extérieur, et le soleil aussi. Alors la ville est vivante, elle bouge, tout bouge. La circulation est tous les jours encombrée, embouteillée. Il n'est plus question de mora mora à Tananarive. Tout le monde essaye de gagner sa vie, quels que soient les moyens employés. La pollution envahit l'atmosphère. Et parfois, l'asphyxie n'est pas loin. Les 4x4 sont de plus en plus présents sur l'île Rouge. Toutes les générations se côtoient, tout ce qui vit se côtoie. Les chiens, les poules, les charrettes de zébus, les carrioles de briques, les vélos et les scooters, les taxis B et les taxis brousse, les piétons, les marchands de camelotes venus de Chine, et les vendeurs de fruits et légumes à même le sol. Les enfants et les mendiants, trop souvent les deux combinés. Oui, la rue est un spectacle permanent. Loin du tohu-bohu, le quartier de Talatamati est moins bruyant, mais tout aussi vivant. Les rues étroites regorgent de petites gargotes aux étalages chargés de légumes frais et d'épices. Des morceaux de viande et de saucisses pendouillent en attendant la cuisinière, qui saura les préparer avec des feuilles fraîches appelées bread, achetées peut-être à la fabrique Bon Goût ou à l'épicerie du coin.
Selon la recette choisie, ces braides seront ensuite cuites avec des oignons, des tomates, du gingembre et bien sûr du riz. Nous approchons de l'artère principale où la route n'a plus d'âge tellement elle est crevassée. Et nous pouvons faire ce constat sur tout le réseau routier national qui devient de moins en moins praticable. Les poches du peuple malgache sont vides et la priorité du moment n'est pas à l'entretien des routes, normalement réalisé par le FER, le Fonds d'entretien routier. Depuis 2010, le FER ne perçoit plus les redevances des compagnies pétrolières. Antananarivo, dont l'étymologie signifie la cité des mille guerriers, est construite sur et autour d'une série de collines dont la plus haute culmine à 1468 mètres. La ville a pris son essor qu'à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que le royaume Mirina, un groupe ethnique d'origine asiatique. Elle compte aujourd'hui près de 2 600 000 habitants, dispersés sur 192 quartiers. Dans la basse ville se situent le Grand Marché, la gare, le lac Anossi, la large avenue de l'Indépendance, tandis que la ville haute s'étale jusqu'aux Roues et au palais de la Reine. Joyau malgache et demeure des souverains, il fut construit tout en bois, car avant la levée de l'interdit par la reine Ranavalon II en 1869, utiliser la pierre dans les constructions était fadi, c'est-à-dire tabou. Près du palais de la Reine, une longue fresque sculptée retrace un moment clé de l'histoire du XIXe siècle, l'arrivée en 1896 du français Joseph Gallieni, ici à cheval, nommé gouverneur général de Madagascar. Il est suivi par le Premier ministre René Liavironi et époux de la reine Ranavalon III. Gallieni est accueilli par cette dernière aux marches de son palais, installé dans une chaise à porteur. La colonisation bat son plein et 1 an plus tard, la dernière reine malgache est exilée à La Réunion, puis à Alger. À droite se trouve l'ancien tribunal de style néoclassique de la Reine, et plus loin, la demeure du Premier ministre, dont la massive construction rappelle le palais de son épouse. En arpentant les rues de la capitale, on retrouve quelques vestiges de bois accolés aux constructions faites de briques, de tôle ou de pierre. Cependant, l'absence de plan d'urbanisme entraîne la construction de bâtiments sauvages, voire illicites, allant de la masure à la belle bâtisse ocre rouge. Les malgaches les plus pauvres habitent dans les bas quartiers, tandis que les plus riches se situent sur les hauteurs. Ainsi la tradition perdure. Il est pratiquement impossible pour un étranger de se repérer dans le dédale des rues qui forment un quartier. Le quartier se décompose en numéros de lots, et si vous recherchez un habitant des lieux, il vaut mieux vous tourner vers le Fokontany, la plus petite unité administrative malgache. Les combats de coqs animent les dimanches après-midi et attirent les parieurs. Les coqs combattent dans des galodromes, généralement sans ergot artificiel, ce qui évite la mort systématique du perdant, bien que celui-ci, déchu, finit souvent dans la marmite. Pure ou impure, l'eau est l'élément le plus précieux. Elle apparaît sous forme de pluie parfois torrentielle, de novembre à mars sur les hautes terres. Elle jaillit des sources sur presque tout le territoire, et pourtant seuls 3% des ressources en eau sont exploitées. Elle arrose les rizières, les potagers et les fruitiers indispensables aux Malgaches, mais par sa puissance, elle peut aussi les détruire. Elle a disparu de l'horizon du sud malgache, où la sécheresse sévit. Elle creuse aussi les inégalités urbaines. 1 habitant sur 2 seulement dispose d'un accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ainsi, les lavandières se déplacent très tôt le matin pour aller chercher l'eau aux bornes fontaines, où une file d'attente serpente de longues heures. Nombreux sont ceux qui lavent leur linge dans la rivière avoisinante et le font sécher sur des arbustes ou à même le sol. L'eau est bien présente, mais il faut pouvoir la puiser. L'eau est aussi source de joie quand le soleil l'accompagne, quand la pêche est bonne, quand elle jaillit de la source.
malgache est à l'image de la terre qui recouvre le sol. Par bonheur, la latérite est rouge ocre, une couleur chaude. Avant le XIXe siècle, les cases étaient construites en végétal, puis sur les hautes terres en pisé ou en torchis. À l'arrivée du missionnaire protestant et écossais James Cameron en 1826, l'utilisation de la brique crue fit son apparition. C'est l'aventurier français Jean Laborde qui, en 1831, améliora la solidité de la brique en installant le premier four à briques. Depuis, la cuisson de la brique s'est généralisée. La fabrication des briques reste un travail très rudimentaire. La terre provient du sol des rizières pendant la basse saison des cultures. Les briquetiers creusent le sol sur 1 mètre, pas plus, pour atteindre l'argile. L'ouvrier extrait la terre argileuse avec une pelle en bois, puis ensuite la malaxe avec ses pieds nus. Formées dans un moule en bois, les briques sont ensuite séchées en laissant une circulation d'air entre elles. Une fois sèches, les briques seront cuites dans un four pyramidal comprenant 20 000 à 30 000 briques. Les espaces seront remplis au fur et à mesure d'aquofa, des restes d'agriculture comme le son de riz par exemple. Elles mettront 2 à 3 jours à cuire. Les pertes seront de 15% seulement. Elles seront ensuite transportées sur les chantiers de construction, en camion, en charrette à zébu ou à force d'hommes. Là, les ouvriers maçonneront sur des échafaudages de fortune. Alors que l'eau coule dans le creux des vallons, sur les hauteurs, l'herbe est sèche et le vent souffle. Les feux de brousse dévorent les forêts et dévastent les collines, notamment à cause de la culture sur brûlis. L'herbe fraîche y repousse et nourrit les bœufs. La forêt, au lieu de la biodiversité, disparaît chaque année. Désormais, 20% de forêt recouvrent l'île Rouge. L'utilisation du charbon de bois pour la cuisine contribue aussi à la déforestation. Chaque difficulté, quelle qu'elle soit, rencontrée par le peuple malgache, rejaillit sur le sort des enfants. Et c'est à mes yeux le sujet le plus sensible. L'accès à la scolarité pour tous est en diminution. La pauvreté est la cause essentielle de la déscolarisation, surtout à l'âge de 11 ans. De nombreux parents ont besoin d'une aide filiale quotidienne dans le travail de la terre, de la pêche ou dans les travaux domestiques. Les grossesses précoces avant 15 ans sont une conséquence majeure de l'abandon scolaire. Depuis 2007, l'âge légal du mariage est de 18 ans, mais il n'est pas rare que la fille soit mariée de force à 14 ans, voire à 12 ans. Cette tendance est même en augmentation avec 48% de mineurs mariés en 2012. Les langues d'apprentissage restent le malgache, mais aussi le français et l'anglais pour une plus grande ouverture au monde. Mais un nombre conséquent d'enfants malgaches parlent mal le français, ce qui est source d'échecs scolaires, car le français est la langue d'enseignement au collège. Les écoles privées, confessionnelles ou non, aux noms plus ou moins curieux et insolites, fleurissent. Frisquette, les Jolies Rossignols, Chateaubriand, le Prestige, l'Hortensia, École Titi, la Croyance. Malgré leur coût annuel, les écoles privées devancent l'enseignement public, car le taux de réussite des enfants y est plus important. L'école publique est quasi gratuite, mais elle dispose de très peu de moyens et d'une formation des enseignants insuffisante.
Je rends hommage ici à tous les enfants rencontrés sur notre chemin, avec comme seul bagage leur sourire. On ne peut pas faire fi des ressources immenses que possède Madagascar. Au gré de mes déambulations, toute une palette de couleurs et de parfums s'offre à mes sens. Ainsi, j'ai admiré le célèbre Rabinala, arbre qui semble imiter la parure du paon et qui abreuve le voyageur assoiffé grâce à sa tige gorgée d'eau. J'ai dévoré des yeux les bananiers, papayers, litchi, manguier et avocatier chargés de fruits. J'ai rendu grâce au généreux bougainvillier, au magnifique jacaranda, aux rondeurs des pieds d'éléphant, aux fleurs improbables des cactus et des euphorbes, aux fleurs offertes du frangipanier, aux élégantes lianes aurores et aux délicats camélias. Fidèle à mon statut de touriste, je rends visite à la ferme aux crocodiles, à 2 pas de l'aéroport, au bout d'une piste bien fréquentée. C'est drôle comme ces bestioles ont l'air paisibles. Mais la mâchoire est déjà moins engageante. Elle est une des plus puissantes du règne animal. D'ailleurs, ici, elle lui sert à engloutir poissons, viande de zébu et déchets de volaille. Dans certaines tribus, le crocodile du Nil, qui peut vivre jusqu'à 100 ans, est vénéré et fadi, car il est considéré comme la réincarnation des ancêtres. À Croc Farm, nos fameux reptiles vont finir en objets d'art dont la marqueterie et la maroquinerie, ou bien sur la table, en mets exotiques. Plus patibulaire et inoffensif, le caméléon de Parson est une espèce de saurien endémique du nord et de l'est de Madagascar. Sautant de son arbre, une maman lémurien Macao nous chine sa friandise préférée, un morceau de fruit. Dans le vivarium, ce batracien, endémique lui aussi, porte le joli nom de grenouille tomate. Pour clôturer notre visite, un Sanzinia somnole dans son terrarium. Sa nourriture préférée, rats et souris, à volonté. À 25 km de Tana se trouve la réserve privée de Lemur's-Park. Outre les essences botaniques endémiques, on y découvre 9 espèces de lémuriens sur les 105 recensés qui, en liberté, sautillent de branche en branche façon Tarzan. Malheureusement, du fait de la déforestation massive et du braconnage, le lémurien, lointain cousin du singe, est en voie de disparition. Il devient donc urgent de les protéger. Petit tour d'horizon.
fabricant, l'objet, encore des villes et six frères. Et nous faisons, nous faisons une démonstration sur les épées marrons, la corne marron aussi. Sur les épées blanches, la corne blanche aussi. Et donc, et la corne c'est pas celle-là. Parce qu'il y en a de l'os à l'intérieur. L'os à l'intérieur. Et pour les fioles à l'intérieur, on sauve la corne pour les fioles à l'intérieur. Ça fait comme ça. Et voilà, comme ça. Ça va pas comme ça. Et ça c'est l'os à l'intérieur. Ça c'est l'os. Ça c'est la corne à l'extérieur. Et l'os ça c'est pas perdu. Ça c'est pour faire de l'engrais pour les plantes. Oui, ça va être. Et pour faire des provents, les nourritures des animaux, la farine animale. Vraiment la farine. Pour faire des médicaments aussi, médicaments familiales contre les migraines, liquide rouge, l'os, et la corne. Oui, 2 kilos sucre et 1 litre d'eau. 2 kilos de sucre. C'est du sucre qui vient de Madagascar? Oui, à l'ouest de Madagascar. À l'ouest de Madagascar, Oui. d'accord. 2 kilos de sucre, 1 litre d'eau. Et en bouillon, on met le jus de citron pour donner l'élasticité du bonbon malgache, pour donner l'élasticité du bonbon européen, des sirops de glucose. Ah, les oui. sirops nécessaires, on peut remplacer avec le jus de citron, vinaigre, acide citrique, pour donner l'élasticité du sirop de glucose. D'accord. Et la cuisson, c'est 160 degrés Celsius, des bonbons durs, et 120 des bonbons mous, et là c'est bonbons durs. Et ça c'est Le bambou, là, thermomètre, c'est- Ah, c'est le le thermomètre qui guide la température. D'accord. Et venez ici, hein, parce que dans 5 minutes, dans 4 minutes, le spectacle va commencer. Ah bon? Là, c'est mieux de l'autre côté là-bas. Oui, d'accord. Ok. Le plateau malgache, hein, plateau granit, le parfum malgache, tout son naturel. Oui, tout son naturel. Et là, c'est
Là, c'est thé, olive. Sentir thé, olive. Thé, olive, eucalyptus du feuille d'arbre. Et choisissez 2 parfums pour la dégustation. Citron pilé et séché, gingembre pilé et séché, anis et cannelle, c'est de l'écorce de l'arbre. En Europe, l'anis, c'est la graine. Chez nous, c'est l'écorce. Choisissez 2 pour la dégustation, 2 parfums. Gingembre Et et citron. Citron, ouais. Citron, j'aime ouais. bien. Le plateau européen, marbre ou inox. Le plateau malgache, granit. Granit. Le granit, refroidissement automatique, parce que toujours froid. Granit, marbre. Bah oui. Le plateau aluminium, le plateau inox, on pas Ouais. de l'eau pour refroidir. Là, c'est automatique. Granit, marbre. C'est cuit. C'est cuit. Il faut que tu mettes dans les marmites. C'est cuit. Là, coulage. Ah, oui. D'habitude, 10 kilos, hein. Nous travaillons 10. Les 10, c'est trop long à la démonstration, juste pour vous, démonstration. Oui, bien sûr. On étale comme ça. On étale. Ça sent bon, hein. Là, c'est la canne à sucre. On étale. Ça commence à durcir. Ah oui. Refroidissement naturel, parce que toujours froid. Le plateau granit. Séparé en 2 la pâte. Séparé en 2. Parfum. Citron pilé et séché. Hein. Citron en entier. L'écorce c'est tout. L'écorce c'est tout. Pardon. Ouais. Mélangez. Mélangez comme ça. Mélangez. Tirage. La température encore 80. Ah oui. Pardon. Encore 80 degrés. La protection, il faut aller vite. Et on tire longtemps et ça change de couleur nacrée. Et ça augmente aussi le volume, hein, parce qu'il y a de l'air qui rentre dedans comme le pétrin du pain. Regardez, ça change de couleur. C'est extraordinaire. La protection, il faut aller vite parce qu'il y a encore 70 degrés. Hein. Ah oui, dis donc. Oui, encore 70 à 80. Ouais. Malaxage, comme l'étirage, c'est pareil. Ça augmente le volume, ça change de couleur. Touchez comme ça, encore 70 degrés. Ouais. Pour garder la chaleur comme de résistance. Pour garder la chaleur. On va démontrer le début du bonbon malagasy coupé à l'aide d'une ficelle. Décoration. Là. Très joli, c'est bien. Décoration, comme ça. Coupé à l'aide d'une ficelle. Le début du bonbon malagasy, c'est devant la machine. Coupé à l'aide d'une ficelle. Coupé à l'aide d'une ficelle comme ça. L'unité de mesure, c'est au bout du doigt. Au bout du doigt. L'unité de mesure. Intéressant, hein? Tout à fait. Tout à fait intéressant. Le début du bonbon malagasy, avant la machine coupée à l'aide d'une ficelle. Reculez s'il vous plaît, puisqu'on va utiliser laminoir. Là. Reculez s'il vous plaît. Là, c'est laminoir pour donner la forme du bonbon. Laminoir. Pour donner la forme. Et on va séparer la pâte. Là. D'accord. C'est ensemble. La petite modernisation. Comme ça, Raphaël la scène. Une petite scène de travail. Dégustation des bonbons chauds au contact avec la salive, ça durcit vite. Mangez, c'est un exemple. Au contact avec la salive, ça durcit vite. Une bonne occasion de goûter des bonbons chauds. Oui. C'est pas trop chaud? Au contact avec la salive, ça durcit vite. Mangez, hein. Non, mais c'est chaud. Au contact avec la salive, ça durcit vite. Tiram ça.
Karena saat sih Vas-y. Et papa, quand il est- Tunggu nanti ya. Oui, j'ai déjà goûté à chaque fois que je portais quelqu'un ici. J'ai goûté toujours. Ah, c'est citron. 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 Ça commence à durcir. Tapez comme ça. Et on tamise. Hein. Voilà les tamis. Hein. On tamise avec ça pour enlever les bavures et recycler à la prochaine cuisson. On tamise comme ça. Voilà les bavures, recyclées uniquement pour le gingembre, recyclées dans la plaque hein, à la prochaine cuisson parce que la pâte est encore chaude. Fermeture de paquet à la bougie. Ah bon? Oui, fermeture de paquet à la bougie. Effacer l'air comme ça, effacer l'air et plier et tirer et dans la partie bleue de la flamme et il n'y a pas de traces noires, il n'y a pas de traces noires, c'est bien collé. Oh, bah dis donc. Le plastique, Dans la partie bleue, le plastique se colle, quoi. oui, comme ça, dans la partie bleue. Dans la partie bleue Ah oui, et la partie bleue, dans c'est la ça. partie bleue et Ouais. il n'y a pas de traces noires Ouais, voilà. écologiques pour remplacer les sous-de-sac, pardon. Oui. Voilà, c'est fini. Oh, bah dis donc. Et là, il en a les différents dessins. Ah oui, les différents dessins. Ça allait? La richesse de l'artisanat malgache n'est donc plus à démontrer. Il suffit de regarder les étals des marchés pour s'en convaincre. Animaux en raffia, sculptures en bois, paniers multicolores en rabane, bijoux en cornes de zébu, broderies, petites marmites en aluminium, objets en métal de récupération, boîtes marquetées. La Vasa que je suis est de suite repérée et tout un groupe de vendeurs s'agglutine autour de moi pour me vendre sa spécialité. Chaque achat fait l'objet d'un marchandage indispensable parce qu'il permet d'éviter l'augmentation du coût de la vie. Antsirabe est la troisième ville de Madagascar. Située sur la Nationale 7, à 167 km de la capitale, elle est surnommée la Vichy malgache grâce à ses eaux très riches en sels minéraux. L'hôtel des Thermes et le centre thermal témoignent des infrastructures de soins toujours en activité. J'ai d'emblée aimé cette ville, à l'ambiance provinciale, où le moyen de transport le plus fréquent reste le pousse-pousse. Ce dernier et son cousin le cyclopousse sont empruntés par tous sans état d'âme. Il reste le gagne-pain de nombreux ruraux et la concurrence est rude près de l'ancienne gare où les sollicitations sont légion. Après avoir marchandé le prix de la course et refoulé ce sentiment de culpabilité d'être transporté par un homme aux pieds nus, je découvre le cœur de la ville. Nous nous arrêtons un moment pour découvrir le monument représentant les 18 ethnies malgaches qui font la richesse historique de cette île pluriculturelle d'origine afro-asiatique. Le passé colonial est encore présent par son architecture, dont l'hôtel des Thermes et la gare restent les plus beaux exemples. Dans le centre-ville, on se plaît à en rechercher les traces surannées. Maisons à étages avec des bords des toitures, vérandas, colonnes. Une visite du marché, ou plutôt le souk malgache, s'impose, car on y trouve de tout, mais vraiment de tout.
Au détour de la rue principale, une chorale se fait entendre. J'assiste à un rassemblement d'une œuvre caritative qui mène un combat contre le tabagisme, l'alcoolisme et le sida. La question religieuse est très importante à Madagascar. Il est difficile d'avoir des chiffres fiables, mais on peut noter qu'environ 50% d'habitants sont chrétiens, 47% sont animistes, et bien souvent les deux imbriqués, et 1,1% de musulmans en progression ces dernières années. Enfin, depuis environ 10 ans, on assiste à la prolifération de jeunes églises ou de sectes comme l'église évangélique. En 2015, 260 associations cultuelles, sans lieu de culte pérenne, contrairement aux églises, étaient recensées au ministère de l'Intérieur. Après avoir roulé sur une piste poussiéreuse, on y arrive par un chemin qui traverse des petits villages aux maisons typiques des Hautes-Terres. Un flot continuel de marcheurs, de paysans, de petits vendeurs de fruits et légumes croise notre chemin. Un bourdonnement se fait déjà entendre et nous apercevons les 23 mètres de la chute bouillonnante où certains se baignent et sautent sur toute sa hauteur. Et quand la chaleur est étouffante, on apprécie.
à 120 km d'Antananarivo, les geysers près du village d'Antrefi sont incontournables. Au fil du temps, l'effervescence des eaux riches en minéraux, soufre et silice, ont donné naissance à des concrétions de forme arrondie, aux couleurs ocres et rouges. Une merveille naturelle. L'eau chaude jaillit des roches volcaniques en jets discontinus, mais inlassables. Et on peut s'y baigner. Croyant ou pas, on ne peut pas rester indifférent au travail de toute une vie du père Pedro Opeka. Né en 1948 et argentin d'origine slovène, le père catholique de l'ordre de Saint-Vincent de Paul arrive à Madagascar en 1975 pour lutter avec les Malgaches contre la pauvreté. En 1989, intrigué par les fumées qui s'échappent d'une colline, il réussira à convaincre les familles qui vivent de la récupération des déchets à quitter la décharge pour créer un nouveau village sur une terre rocheuse à 7 km de la capitale. Une association naît à Manantenasu, dénommée Akamasu, qui veut dire « les amis fiables et sincères ». Elle permet aux familles de trouver un logement décent, un travail rémunéré, comme les carrières de granit, fabrication de briques, maçonnerie, menuiserie, repas et cantines, fleurissement, etc. et oblige aussi à la scolarisation des enfants. Depuis, 18 villages ont été construits pour accueillir 17 000 Malgaches. L'association est reconnue dans le monde entier et rencontre de nombreux soutiens. En 2014, Akamasu a fêté ses 25 ans d'existence et par le plus heureux des hasards, j'y étais. J'assiste donc en compagnie de milliers de Malgaches à la messe dominicale où danse, chant et prêche du père Pedro se répondent. Sur le pardon. Prions aussi pour tous ceux qui sont les premiers responsables des destins des nations, pour qu'ils soient les garants pour la justice, pour les plus pauvres de leur pays, pour que tous puissent vivre dignement, qu'à personne ne manque les choses les plus indispensables, comme la nourriture, l'instruction, l'éducation, le travail, un logement digne, l'eau potable. Que cela ne soit pas que de bons propos, mais que ça se réalise. Nous avons la compétence, nous avons la technique, nous avons la science de pouvoir le réaliser.
À l'image de ce pont sur lequel traverse cet homme malgache, l'île Rouge a ses fragilités, mais aussi une force et une détermination bien présentes. Ce pays, tout en nuances et en complexité, sort petit à petit de sa torpeur. Avec l'aide internationale, qui lui a tant fait défaut ces dernières années, la volonté politique d'endiguer la pauvreté refait surface, afin de redonner une dignité à chacun et à chacune. C'est tout le bien que je souhaite à ce peuple souriant. Bien d'autres regards seraient à croiser, et bien d'autres aventures seraient à vivre, pour compléter cette parenthèse, tournée à l'occasion de l'adoption de notre fille Mona, à qui je dédie ce film.